Alors, on a vu rapidement tout à l'heure le formulaire pour créer et modifier une solution. Heu et là, on va regarder un peu, plus concrètement comment gérer ça. Alors petite précision, je suis sur l'ancien, éditeur, l'ancien responsive engine, de Bubble. Donc c'est pas foufou, hein, pour certains points. Là, je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi je ne vois pas ça. Ah, c'était parce que c'était très, très bas. D'accord. OK. Donc j'ai, des éléments, modifier une solution, voilà, donc ça, c'est si je suis pas connecté. Si je suis connecté, voilà la page de détail et cetera. Donc j'en parlais un peu plus tôt. Heu, attends, j'ai oublié un truc là, il y a Xavier et Youssef qui veulent se cotiser pour, racheter Bubble. Écoutez, je suis prêt à mettre un ticket aussi, hein, il y a pas de souci, écoutez, à 3, je pense qu'on aura facile, 3,50 € et un Twix, donc on commence à aller quelque part, donc voilà, je pense que c'est un projet qui a de l'avenir. Voilà, rendons le no-code aux no-codeurs et no-codeuses. Donc, comme je le disais, plutôt, un problème des débutants et débutantes sur Bubble, c'est qu'ils veulent tout mettre sur la même page et ils vont pas utiliser des reusable elements. C'est mal et c'est évidemment ce que j'ai fait sur cette application que j'ai développée quand j'ai débuté. Donc là, on va tout simplement faire les choses plus proprement et on va commencer heu, à refaire en fait ce ce formulaire pour remplir une solution, mais via un reusable element dans le nouveau responsive. Nouveau reusable element, edit solution. Clone from que dalle. On passe évidemment au nouveau responsive. Plou. Alors. Le default group et ah oui, non, c'est vrai, c'est pas ce que j'ai. OK, donc on a notre reusable edit solution. Des fois, je préfère partir d'une page blanche pour juste ne pas avoir à tout refaire. Ça, à quoi ça sert ce truc? Show pop-up, supprimer les brouillons, OK. Alors, on a un texte, modifier une solution. Pourquoi il est aussi gigantesque ce texte? Ah, ça. Voilà, modifier une solution. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ah. Parce que là, c'est statut is brouillon. Donc, notre reusable, il va être de type solution, évidemment. Donc, maintenant, ça marche. OK. Toujours ajouter du gap spacing. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Va avoir des formulaires, on va avoir des choses et c'est là que je vais vous parler du deuxième outil, de la journée. J'ai parlé tout à l'heure de Flusk, maintenant je vais vous parler de No-Codable Components. Hop. OK. Donc
NoCodable Components, c'est une application développée par notre cher Thomas Couderc, donc qui fait partie de la communauté, qui permet principalement d'ajouter facilement des composants front à une application Bubble. Donc on a ici des composants, les catégories de composants, à droite les composants, et comme ça permet en fait de faire un front assez rapidement si on veut ajouter un form par exemple. Je clique sur form, et là je vois donc contact form, payment form, multi-step form. Ah, est-ce que ça pourrait pas être un multi-step? Et en fait, pour moi, ça a vraiment un double avantage, des outils comme ça. C'est que, d'une part, ça donne des inspirations, plutôt que de refaire à chaque fois, de partir d'une page blanche, de se dire: «OK, ça, comment je vais le gérer? Comment je vais l'afficher?» On peut se dire: «Bah, là, j'ai un formulaire, comment je vais faire ça?» En fait, ça peut être un multi-step form, et pas tout sur une page comme je l'avais fait ici. Donc là, non, c'est pas là, c'est peut-être parce que c'est avec workflow. OK, c'était ça. Pas très concluant tout ça. Et voilà, donc là, on a notre formulaire qui est ajouté, et dans les formes, j'avais vu aussi le multi-step form 1 ou 2. Il a l'air pas mal le 2 aussi. Paf. Voilà, ça me paraît pas mal comme point de départ, et donc en fait, directement, on a ce truc là qui va être utilisable, où on se dit: «Bah, hop, c'est pas get a project quote là, je vais mettre mon texte directement». Le problème, avec ces outils-là, c'est que, bah, forcément, c'est des bases de design existantes, donc qui reprennent pas, les styles de votre app, donc il y a des styles par défaut, et des fois ça marche pas trop mal, mais la plupart du temps, c'est vraiment des styles en dur. Donc c'est pas forcément, conseillé de faire un copier-coller, de modifier les 2-3 textes qu'on veut et c'est tout. En fait, il faut en général adapter. Dire: «Bah, ça, je vais le mettre au format body» et cetera pour vraiment, avoir quelque chose de bien, et je vais sûrement changer des choses dans l'espacement, dans les tailles et cetera pour l'adapter vraiment à ce que je veux faire et à mon besoin. Mais l'avantage, c'est que ça permet de gagner du temps. Enfin, rien que le fait de concevoir, en fait, là, par exemple, quand le step est 1, on affiche ça. Bah, juste le fait de, créer les steps, de mettre les logiques et cetera, c'est des trucs qui prennent, déjà quelques minutes, qu'on fait, X fois, parce que c'est des logiques qui reviennent super souvent, et c'est vrai qu'avoir comme ça des éléments qu'on peut réutiliser, qu'on peut mettre rapidement, ça peut grandement, faciliter les choses, et voilà, donc ça permet d'être inspiré, de pas partir d'une page blanche, et de gagner du temps dans le développement, en ne refaisant pas encore et encore et encore les mêmes choses, genre, je vais ajouter un input et puis après je vais mettre toujours le rogap, et cetera, et puis le label qu'il y a là, et cetera. Déjà, c'est ajouté, c'est fait, il y a pas besoin de s'embêter avec. Après, c'est pas la seule extension, j'en ai utilisé quelques autres, heu, mais je peux quand même en citer quelques autres. Il y a, OpenBuild, développé par Thinkso. Alors Thinkso, c'est une agence, Bubble, qui a déjà pas mal d'ancienneté. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Heu, J'aime beaucoup Matt aussi, un des fondateurs de l'agence, et leur outil OpenBuild, j'aime peut-être un poil moins, enfin, ça fait longtemps, hein, ça fait plus d'un an que je l'avais essayé, peut-être que quelque chose qui ont évolué. Je sais pas, j'aime bien les designs de NoCodable, peut-être un peu moins, pas ceux d'OpenBuild, mais c'est très personnel. Après, il y avait d'autres choses assez intéressantes dedans, c'est qu'on peut enregistrer ses propres designs. Là, je suis en train de me dire, peut-être qu'on peut le faire sur, oui, on peut
on peut aussi sur nos codable components aller sauvegarder, me semble-t-il, des composants. How to save components, voilà. Donc on peut aller sauvegarder, si je dis, bah, en fait ça, ce truc-là que j'ai fait moi-même, je veux pouvoir le réutiliser plus tard, je vais pouvoir le sauvegarder, que ce soit dans OpenBuild ou dans nos codable components. Donc c'est assez pratique. Et Thingso, ils avaient un truc que j'aimais bien aussi, c'est un générateur de formes, où en fait, tu dis ton form, alors moi je veux 3 inputs texte et puis un drop-down, etc. Tu conçois ton form et automatiquement, il va te créer ton form que tu n'as plus qu'à aller copier-coller. Et ça, c'est vrai que c'est bien pratique parce que ça peut être un peu galère de toujours faire ses formes à la main. Donc, j'avoue que je suis un peu plus neuf dans ces outils front. J'aime bien avoir la main sur ce que je fais, et c'est vrai que du coup, utiliser des éléments front que j'avais pas développés, j'étais un poil réticent, et je m'y mets petit à petit, et c'est vrai que c'est quelque chose de quand même assez appréciable, même si, bon voilà, par exemple, c'est un multi-step form pour une solution, bah ça, faut que je le mette à la main, parce qu'évidemment, c'était pas le cas dans l'élément que j'ai copié-collé, mais voilà, c'est des choses qui permettent quand même de gagner pas mal de temps, et du coup, on va utiliser ça pour avancer un peu. Hop. Parent Group Solutions, non. Au passage, je recommande toujours là, j'avais une erreur parce que c'était Kernel Page Solutions plutôt que Parent Group Solutions. Je préfère quand les deux sont possibles de toujours utiliser le Parent Group, parce que comme ça veut dire que si on en fait un reusable, si on le bouge, etc., ça va continuer à marcher. Alors que Kernel Page, quand on bouge les choses, si je le copie-colle ailleurs, etc., ça peut ne plus marcher. Donc, c'est toujours préférable en termes de maintenabilité de transmettre les données de proche en proche avec du parent group, et de toujours avoir une source vraiment de référence, c'est-à-dire on n'appelle pas 3 fois dans la même page ou dans le même reusable un paramètre URL. Le paramètre URL, on l'appelle une seule fois à un endroit. Donc par exemple, on peut créer une pop-up masquée qui ne sera jamais affichée, mais dans cette pop-up, on met des groupes, et il y a un groupe qui va stocker en fait la valeur de cette URL. Et comme ça, dans l'élément, on va pouvoir, dans le reusable element, je ne ferai pas référence à ce paramètre URL, je ferai référence à ce que j'ai défini dans ma pop-up variable, et de préférence, après, j'utiliserai les parent group. L'idée est que si demain je change et j'utilise plus des paramètres URL, j'ai besoin de le changer une seule fois. J'ai pas besoin de chercher partout dans mon app où est-ce que je l'ai utilisé. Bah là, typiquement, imaginons que j'ai seulement dans une partie d'une page un groupe de type solution qui prend le paramètre URL solution comme référence. La manière dont je développerai ça, là je suis en train de répondre à la question de Thomas, la manière dont je développerai ça, c'est que je mettrai une pop-up variable donc, avec un groupe qui stocke la valeur du paramètre URL, et ensuite, dans mon groupe, donc je mettrai mon groupe de type solution, je ferai référence à mon groupe dans la pop-up et pas au paramètre URL directement, et ensuite, à l'intérieur du groupe même, autant que possible, j'utilise parent groups solution, et pas directement la valeur ni dans la pop-up ni dans l'URL. Comme ça, si ce groupe, je le bouge, ben, j'ai rien qui se casse, en fait, parce que on a toujours, en fait, si je prends tout le groupe ou si j'en prends une partie, on a un tout qui est cohérent, c'est-à-dire il y a juste besoin de donner la valeur au plus grand groupe, entre guillemets, du sous-élément qu'on a sélectionné,
et ça se propage comme il faut. Voilà, c'est le genre de choses qu'on apprend en se faisant avoir un certain nombre de fois à modifier à la main plein de trucs, où on se dit: «Non, ça va, je peux le faire à la main, c'est pas grave», et puis après, en fait, on se rend compte qu'on doit les changer 1 fois, 2 fois, et on se dit: «OK, c'était pas la bonne manière de faire». Donc, statut solution, ça c'est un reusable, dirait-on. Puf. OK. Et ensuite, notre petit texte. Voilà, voilà, celui-là, il peut virer. Là, on va mettre 10 pixels plutôt, et on va être pas mal. Donc là, ça commence à ressembler un peu à ce qu'on avait ici, sachant qu'ici, c'était l'ancien responsive engine. Donc en gros, c'est des choses qui sont posées de manière arbitraire, et c'est Bubble qui interprétait, c'est-à-dire que c'était absolument horrible et à développer, et surtout à maintenir. Donc là, on a notre modification de solution. En dessous, on va avoir nos différentes étapes. C'est-à-dire que ça, ce que j'ai fait sous forme de plusieurs blocs, ben, ça va être plusieurs pages maintenant. Et c'est vrai que ça me paraît quand même beaucoup plus adapté. Donc, il y a un truc qui manque quand même dans ce multi-step ici. Bon, finalement, celui-là, je l'aime pas. Il y avait un autre multi-step, est-ce qu'il est différent? Ah, c'est peut-être mieux en fait. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Finalement. Il est... Ah non, c'est le même. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, ah, j'ai pas compris. Il a pris une page complète. Multi-step form 1. Ah, c'est un souci ça. Ça dit quoi ça? Ok, bon. Apparemment, il y a un petit souci sur ce modèle-là. Thomas a enregistré ça comme étant une page, et du coup, ça fait n'importe quoi. Donc, c'est pas grave, je vais le faire à la main. De toute façon, c'est pas parce qu'il y a un modèle comme ça qu'il y aura rien à faire. Donc là, on a un groupe step ici. Donc je vais sélectionner ce groupe-là, mon texte là, column container. Pouf. Et je vais leur donner des noms. Donc ça, c'est la première partie, c'est la solution. Ok. Pensez bien à toujours utiliser dans votre style des polices et couleurs de référence. Comme ça, vous pouvez les réutiliser plus facilement. Moi, j'ai un principe, c'est qu'il n'y a aucune couleur qui doit être, aucune couleur, ou presque, on va dire, qui doit être fixée comme ça, arbitrairement. C'est beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus maintenable surtout, d'utiliser des couleurs dynamiques.
Le deuxième, c'était présentation générale. Hop. Ensuite, catégorie. Puis lien, adresse, remarques et suggestions. Ouais, je vais mettre présentation catégorie ensemble. Et ensuite, on va mettre adresse ensuite. Un point important, quand vous revenez sur une chose que vous faites, essayez dans la mesure du possible de ne pas vous contenter de juste ajouter ce que vous vouliez ajouter, mais d'en profiter pour refactoriser, c'est-à-dire améliorer, optimiser ce qui a déjà été fait. C'est vraiment la clé entre une application qui reste maintenable et qui est saine, on va dire. Et une application qui devient n'importe quoi et dans laquelle vous avez de moins en moins envie de mettre les mains. Voilà, je dis ça peut paraître bête, mais une application mal développée, ça va être très, très compliqué de vous y remettre. Parce que tout sera compliqué, en fait. Tout ce que vous voudrez faire sera compliqué. Donc, faut se donner la peine de faire les choses proprement. Alors, maintenant... Hop, on va mettre ça ici. Dans la solution. Et petit à petit, ben, je vais... Ça dit quoi? C'est le nombre de caractères, parce qu'il y a un nombre max de caractères. Ok. Non, pas fixe. Voilà, et je vais évidemment pas tout faire en live, parce qu'il y en a pour un peu de temps, mais ça vous donne un peu une idée. Et là, typiquement, je prends la peine, en fait, de tout refaire. C'est-à-dire que je pourrais faire un copier-coller et adapter, mais en fait, il y a tellement de choses qui vont pas que je me dis, bah, je préfère tout refaire et le faire proprement que de repartir de l'existant et savoir qu'en fait, c'est un existant qui est en sursis parce que c'est pas propre, etc. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a un souci, il y a trop d'informations, je vais pas le faire maintenant, il va falloir que je trouve une manière de... Là, par exemple, je vais mettre ça dans un placeholder, exemple, plutôt que de mettre des exemples trop longs que personne ne lira, 100 caractères maximum, on s'en fiche, parce que c'est déjà marqué ici. Non. Voilà, et au passage, je vais ajouter un plugin. Non, je ne l'ai pas encore. Voilà, c'est un peu nul, c'est un plugin qui s'appelle Instant Text, mais l'élément qu'on met dedans s'appelle Live Text. Du coup, quand on a l'habitude de manipuler
l'élément au quotidien quand on développe, on oublie comment s'appelle le plugin. Donc ce plugin LiveText, c'est un plugin qui nous permet de récupérer instantanément le contenu d'un input. Donc là, c'est solution name, par exemple. Donc mon input à l'ID solution name. Dans le LiveText, je mets le même ID, solution name. Et en fait, là, au lieu de mettre la valeur de l'input, je vais mettre la valeur du LiveText. Et là, cette valeur du LiveText, en fait, c'est le contenu de l'input, mais en temps réel. Alors que quand on prend la valeur de l'input, number of characters, c'est ça. Quand on prend la valeur de l'input, il y a un petit décalage, c'est toutes les quelques secondes en fait que ça synchronise, ou alors quand on tape entrée. Et je comprenais pas pourquoi en fait il y a ce délai un peu chiant de quelques secondes, et pourquoi ça ne rend pas automatiquement, enfin instantanément, la valeur. Et en fait, en travaillant avec Airtable, je comprends pourquoi. C'est parce que ça... Enfin, la plupart du temps, c'est pas quelque chose qu'on veut, d'avoir quelque chose qui se met tout de suite à jour. Genre quand vous avez une automation sur la base d'un nouveau record dans Airtable, et que cette automation prend en compte un champ nombre dans le record, si vous commencez à taper le record, que vous voulez taper 100, vous faites 1, 0, 0, en fait, l'automation va se déclencher instantanément, juste sur le 1, parce que elle va pas attendre une demi-seconde qu'on ait fini de taper, quoi. Et en fait, ça pose beaucoup de problèmes, ce qui fait que la plupart du temps, il faut envisager d'autres manières de gérer la situation. Et en fait, le fait que Bubble fonctionne un peu différemment, qui me semblait un peu bizarre et énervant au début, me semble plutôt être pertinent avec le recul. Voilà, ce LiveText, je vais le mettre ici par exemple. Pouf. Comme ça, il est affiché, et je suis sûr que le JavaScript ou quoi que ce soit qui fait fonctionner ça va marcher. Et en même temps, il va pas m'embêter dans mon layout. Donc voilà, c'est un peu fastidieux, on va pas se mentir, de refaire une interface comme ça, mais en fait, je me retrouve avec quelque chose de beaucoup plus propre, et je peux, un par un, résoudre les problèmes. Je peux aussi dire que quand LiveText value number of characters est supérieur ou égal à 100, alors la couleur de ce texte-là est rouge. Pouf. Là, il y a bien un nombre maximum de caractères de 100. Est-ce que je me sers beaucoup du LiveText et dans quel cas d'usage? Je m'en sers principalement pour ces cas d'usage-là. Quand je veux avoir un compteur de caractères, c'est quand même beaucoup plus pratique que ce soit affiché en live plutôt que la personne tape et doit attendre quelques secondes avant que le compteur se mette à jour. C'est beaucoup plus pratique d'avoir un compteur de caractères qui vraiment s'affiche en temps réel. Et c'est principalement pour ça, parce qu'en fait, pour filtrer en front, j'utilise plutôt un plugin Fuzzy Search qui a une option, en fait, le plugin Fuzzy Search a une option basée sur l'ID qui fait la même chose que LiveText. Donc il n'y a pas forcément besoin de passer par un LiveText. J'ai oublié de cocher Initial Contents pour dire que quand il y a un contenu initial, je veux que le LiveText prenne le contenu initial de l'input. Donc voilà, petit à petit, c'est quelque chose qui va
qui va venir s'enrichir et je vais améliorer donc mon interface de saisie des solutions. Bientôt, on aura quelque chose de beaucoup plus agréable à utiliser pour tout le monde. Le nom du plugin, c'est Instant Text. Un autre cas d'usage aussi pour lequel je l'utilise, c'est pour les mots de passe. Un peu la même idée. Là, le but n'est pas uniquement d'avoir le nombre de caractères, mais si vous avez un mot de passe et que vous avez différentes règles, une majuscule, un caractère spécial, etc., calculer ces règles sur la base du live text et pas de l'input qui se mettra à jour beaucoup trop tard et le user pourrait ne pas comprendre. En plus, c'est vraiment au moment où le user crée son compte, donc on n'a pas envie qu'il y ait une friction à cet endroit-là. Donc, lui montrer quelles conditions sont respectées instantanément est quand même plutôt mieux. Voilà pour cette partie et pour le fun, on va commencer une autre partie aussi en front. C'est que je vais commencer un nouveau reusable element que je vais appeler Solution Detail. Je le crée, le nom du plugin, je ne sais plus si je te l'ai dit, c'est Instant Text. Je radote maintenant, je ne sais même plus à quelle question j'ai déjà répondu ou pas. Donc, on passe en nouveau responsive. Honnêtement, même sur les anciennes apps, il pourrait faire automatiquement les nouvelles pages et les nouveaux reusables en nouveau responsive quand même, quoi. Qui crée des éléments en ancien langage, entre guillemets, sur Bubble aujourd'hui? J'aimerais bien le savoir, et ceux qui le font, je suis désolé de le dire, mais ont tort. Il n'y a aucune raison objective d'utiliser l'ancien responsive aujourd'hui. Le nouveau est beaucoup plus puissant, beaucoup plus flexible, beaucoup plus performant, beaucoup plus facile aussi quand on a pris la peine de l'utiliser. Donc voilà, il n'y a pas trop de raison d'utiliser autre chose, et en fait... sur la page solution. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire sous forme de reusable. Là, on peut se dire que, en fait, c'est de toute façon juste une page, quoi. C'est quelque chose qu'on affiche sur une page. Pourquoi on fait un reusable? Déjà parce que bon, c'est quand même plutôt une bonne idée. Salut Didier, bienvenue. C'est quand même vraiment une bonne pratique de mettre les éléments importants dans une reusable, mais aussi parce qu'en fait ça donne d'autres opportunités. Moi, dans mon interface admin, je vois une liste de solutions, par exemple. Je veux rapidement les... Un Didier Adair sauvage apparaît exactement. Attrapez-les tous. Si dans mon interface admin, je veux avoir un aperçu d'une solution sans naviguer entre les pages, etc., je peux me dire, ce reusable de Solution Detail, je vais le mettre dans une pop-up, ou peut-être que je vais le mettre sur un volet qui s'ouvre sur la droite. Donc, à partir de ce moment-là, je peux envisager d'autres choses qui n'étaient pas possibles sans mon reusable. Donc, en fait, ça me prépare le terrain pour d'autres cas d'usage. Donc, c'est pour ça que le reusable, même si c'est pour dire ma page, en fait, elle n'a pas grand-chose à part 3 reusables qui sont le header, mon reusable principal et le footer, et peut-être le menu, c'est pas grave si c'est comme ça, s'il n'y a rien d'autre. Vaut mieux que la page soit assez lean avec des reusables qui ont du sens, plutôt que de tout mettre dans la page directement. Donc maintenant, je veux prendre ma solution, je vais copier avec les workflows, je vais faire un paste avec les workflows, et là, c'est le drame.
parce que j'ai copié-collé dans le nouveau nouvel éditeur, un contenu qui utilisait l'ancien éditeur, et en fait, il m'a tout copié-collé en fixed. Et en fait, ça veut dire que, un par un, je vais devoir reprendre les groupes pour en faire quelque chose d'utilisable. On va pas faire ça ensemble pendant des heures parce que c'est fastidieux et pas très intéressant, mais c'est juste pour montrer un peu, ce que ça représente. Voilà, là, typiquement, il y avait du current page. Ah oui. Voilà. Ok, donc petit à petit, je vais devoir reprendre un peu tous mes éléments. Groupe, modifier la solution. Donc ça va être ici. C'est pas fixe. Modifier la solution, ça va être centré. Hop. Largeur maximum, pas de minimum. Donc là, on va pouvoir, et oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de... C'est vrai que le padding, c'est bête, mais le padding est quelque chose en fait d'assez récent dans Bubble, ce qui pour une personne qui connaît un peu le développement web est une aberration complète. Et c'est aussi pour ça qu'il y a... C'est pour ça aussi qu'il y avait... Enfin, il y a des passions qui se déchaînent autour de Bubble, c'est parce que il y a des choses qui quand même sont apparues quand même très tardivement dans l'outil, et qui ont fait s'arracher les cheveux à beaucoup de gens. Voilà, que le padding ne soit accessible dans Bubble que depuis moins de 2 ans, je crois, alors que l'outil a bientôt 10 ans. C'est quand même difficilement justifiable. Voilà, donc là, j'en profite pour me faire des styles aussi. Ça, groupe tips. Ah, c'est parce que le groupe tips n'avait pas de padding. Il existait, mais il n'avait pas de padding. Bon, ok, je vais mettre directement dans mon groupe et je vais supprimer mon override. Ça aussi, c'est quelque chose qui est plutôt... C'est encore plus récent dans Bubble, la possibilité d'avoir des overrides sur les styles. Avant, un style, c'était d'un seul type et... Enfin, c'est... En gros, on affiche... On applique tout le style ou pas du tout. Et je trouvais ça très nul. Là, maintenant, on peut appliquer le style et dire, bon, ça c'est le style habituel, sauf que, pour une fois, je vais changer le padding, etc. Et ça permet un peu plus de flexibilité, hein, pour pas trop s'embêter avec... Ah, le conditional, c'était... Alors ça, c'est une solution. Voilà, donc là, quand vous voyez le problème du current page, dont je vous parlais tout à l'heure, j'avais, en bon débutant, référencé partout le current page. Je me suis dit, bah, c'est bien, j'ai un style dans ma page, c'est pratique, c'est le truc qui va pas bouger. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que là, j'ai mis dans un reusable element, et d'un coup, ça devient n'importe quoi, parce qu'il cherche à chaque fois des current page trucs, et bah forcément, ça va pas marcher. Hop, propriétaire actuel is current user. Or, current users admin. Yes. Remettre current user is logged in. And current users admin is yes. Voilà. Tout.
Et voilà, donc petit à petit, ça commence à prendre forme. Et en fait, là, je vois que en fait, j'ai une liberté vraiment sur les options tout simplement qui n'existait pas avant sur le principal éditeur, ce qui fait que je dois refaire beaucoup de choses. J'en profite pour ajouter mon padding à mon style. Voilà. Et là, 278 erreurs à régler quand même. Il est bientôt 6 heures, je vais devoir vous laisser là prochainement. Mais vous voyez finalement aussi pourquoi j'ai opté pour refaire de zéro l'élément tout à l'heure. C'était un peu ça l'exercice aussi, c'était ici je refais de zéro, et là je prends un existant et je l'adapte. Alors c'est un peu un cas extrême parce que c'est l'ancien responsive, donc il n'y a pas juste quelques éléments, quelques erreurs à corriger ou quelques éléments à reprendre, il y a tout à refaire. Mais en fait, même quand il y a moins de différence, c'est pas une si mauvaise idée que ça de tout refaire, parce que là, en fait, j'ai commencé et devant la galère je me dis que peut-être que je vais tout refaire aussi. Parce que, en fait, c'est bête, mais avec l'énergie que je dépense à corriger toutes les erreurs, etc., j'ai plus très très envie de faire des modifs derrière. J'ai franchement la flemme, je me dis, mais bon, c'est bon, ça marche comme ça, je vais le laisser. Alors que si je le refais complètement, déjà, il n'y a rien à corriger parce que je le fais bien dès le début, mais aussi, je vais pouvoir le faire bien directement. C'est-à-dire que si je le refais, je vais pas faire ça. Je vais faire la nouvelle version que j'ai en tête et qui me semble beaucoup plus appropriée pour mon besoin. Alors, je pourrais faire du copier-coller de certains éléments, mais pour l'essentiel, en fait, je referai directement le layout qu'il me faut. Je pourrais repartir aussi d'éléments front, par exemple, dans les éléments hero, là, sur nos codable. Qu'est-ce qu'il me propose? Il y a alors là, c'est un truc avancé. On va pas aller sur quelque chose de pareil. C'est pas forcément ça que je cherche. Mais là, par exemple, je me dis que quand je referai ma landing page, en fait, je vais pas m'embêter à adapter le layout existant. Je vais repartir de ça et ce sera mieux. Mais là, ouais, il n'y a pas forcément vraiment un hero comme je l'entends, mais si, je pense que je vais repartir d'un élément ici. Donc voilà, même quand on refait des choses qui existent, refaire entièrement l'élément et repartir de bibliothèque me semble être des choses qui sont plutôt une bonne idée. Je vais en rester là, je termine sur la question de Thomas. Qui dit question rapide, en majorité, ce sont des MVP tes missions, donc petits contrats, ou y a-t-il des applications métiers et autres sur Bubble? Il n'y a pas de règle. Déjà parce que une application Bubble, c'est déjà un peu gros, donc j'ai fait un certain nombre d'applications, mais j'en ai pas fait non plus des dizaines. Comme je peux avoir fait des dizaines de missions sur les ops. Moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai deux missions. Je fais d'une part des ops sur Airtable Make et des applications web sur Bubble. En fait, c'est des métiers différents qui se recoupent pas si souvent que ça. Et autant sur Airtable, j'ai fait des dizaines de missions. Sur Bubble, en fait, j'en fais une poignée par an. Parce qu'en fait, c'est des trucs un peu plus gros, quoi. Donc c'est plus difficile de généraliser. Après, quand même, j'ai eu des choses variées. J'ai eu du MVP, j'ai eu de l'application finale, entre guillemets, où en fait le client fait directement développer ce qu'il veut et il a des évolutions pour la suite, mais c'est pas critique, en fait, c'est déjà assez complet tel quel. J'ai eu de l'interne, j'ai eu de l'externe. D'ailleurs, l'interne, c'est assez intéressant, c'est pas le client qui me l'a demandé, c'est moi qui l'ai proposé. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, pour répondre à des besoins. Je proposais des applications et
parfois le client dit que ok, ça peut être pas mal, et parfois le client dit non, je pense pas que ce soit la solution au besoin, pour une raison ou pour une autre. Mais il y a des usages assez variés, parce que c'est une plateforme vraiment versatile. Après, ça dépend. Si le but est vraiment de faire une application métier utilisée en interne, Bubble ou même un Xano web, etc., enfin toutes les solutions de développement d'applications web seront probablement pas les meilleures, parce qu'en fait, il faut tout refaire soi-même. Et d'autres solutions un peu plus clés en main, avec des briques plus grosses, on va dire, comme Airtable ou Coda ou même XAR, enfin, il y en a un certain nombre, vont être probablement beaucoup plus adaptées. Et même quand ces solutions-là ne conviennent pas, il y a des solutions comme Stacker ou même Retool qui sont plus adaptées pour vraiment de l'interne, parce que, en fait, ou Glide aussi, parce que il y a un peu une politique zéro front, quoi. C'est-à-dire, tu as éventuellement quelques paramètres de couleur et de logo, et à part ça, ne te soucies pas du front. C'est-à-dire, il y a vraiment une pure logique métier, et tu choisis pas à quoi ça va ressembler, etc. Tu as moins d'options de personnalisation, mais d'un autre côté, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et la plupart du temps, pour de l'interne, c'est beaucoup mieux. Mais après, si tu veux développer un SaaS, ça peut être totalement viable. S'il y a une logique métier très complexe, des workflows très complexes, ou alors énormément de volume de données traitées, Bubble atteint ses limites. Mais bon, je veux dire, on peut quand même très 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 largement s'amuser dans le périmètre de Bubble avant d'arriver justement à ses limites. Voilà, c'est pas, comme je le disais, c'est pas la solution magique qui permet de tout faire, ça n'existe pas. Mais ça reste un terrain de jeu très très intéressant, qu'on soit freelance ou utilisateur final. Et sur ce, je vais rendre l'antenne. Merci à toutes et tous de m'avoir suivi pour cette séance un peu plus tranquille. Finalement, ça m'a fait du bien aussi. Bon, c'est ces 2 heures pour lesquelles j'ai pas avancé sur mes projets clients, mais c'est pas grave, ça me permet de faire retomber un peu la pression cette semaine. Ça n'a pas été forcément facile ces derniers temps. Comme je disais, il y a un peu tout qui tombe en même temps. Donc voilà, c'est cool de passer ce temps-là avec vous. Surtout que ça faisait très longtemps, ça faisait presque 1 an que j'avais pas fait cet exercice de développer en public en solo. Je fais des émissions régulièrement avec des collègues et amis, mais c'est vrai que c'est cool aussi des fois juste d'être seul face à son outil no-code, et avec vous, bien sûr. Merci encore. Très bonne semaine à vous. Je ne sais pas si vous avez un long week-end avec le 8 mai qui s'annonce, ou même si vous avez pris des vacances. Moi, je pars en vacances du 8 au 12. Ça va être bien cool, et je reviens le 13 pour mon anniversaire. Je vais dire, ça va être bien cool. J'ai 35 ans, quand même, c'est vieux. Et là, il y a les plus vieux que moi qui vont dire « Mais qu'est-ce que tu racontes, t'es jeune ?» Et les plus jeunes que moi qui vont dire « Ah oui, t'es vieux. » Bref, je m'égare. Merci bien en tout cas d'être venu. C'est toujours un plaisir de faire du Bubble, ou des fois du Airtable ou autre avec vous. Passez un bon week-end, amusez-vous sur les outils no-code et le reste aussi. Il n'y a pas que le no-code dans la vie, même si le no-code c'est cool. Et je vous dis à très très bientôt. On n'a pas de date pour une prochaine émission. Je vais essayer de faire un pitch prochainement, là, peut-être courant mai ou juin, sur un nouveau sujet. Je pense que ce sera soit les outils pour les sites web, soit les outils pour les applications mobiles. Et les applications mobiles, je suis un peu curieux parce que je connais pas du tout, c'est pas du tout mon domaine. Mais voilà, je vais préparer tout ça, et en juin, là, c'est bientôt, dans un peu plus d'1 mois, il y a la No-Code Week à Cologne. J'aurai la chance d'y aller, c'est la première No-Code Week que je vais faire. Et je pense que j'essaierai de faire un épisode spécial de No-Code Talks. C'est mon podcast qui est un peu en sommeil là, depuis le mois d'octobre, parce que j'ai pas le temps de tout faire.
et je me dis que ça peut être une bonne occasion de reprendre. Pour parler de quoi, etc. Ça reste à voir, mais je vais essayer de creuser ça. En attendant, prenez soin de vous. On se voit évidemment sur le Slack No Code France. On se retrouve sur LinkedIn, sur YouTube, sur lequel je vais mettre ce résumé, sur routinocode.com aussi. C'est là que je mets beaucoup de la valeur que je trouve dans mes analyses d'outils no-code. Voilà, j'essaie de traduire ça sur routinocode.com. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et sur ce, bon week-end, bonne fin de semaine, bonne fin de journée, à très vite. Salut, salut.